Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, au nom des 1400 adhérents de notre association, et plus particulièrement de ses administrateurs, je vous remercie chaleureusement de votre présence ici ce matin. C'est pour moi un immense honneur de vous accueillir dans ce palais qui, pendant plus de 170 ans, a servi de décor au capitalisme français. Pour ceux qui n'auraient pas encore eu le loisir ou la curiosité de monter au premier étage, je ne peux que vous inciter à vous rendre dans la salle du souvenir, autour de la corbeille rouge chère au général, et lever les yeux pour scruter le tableau de la dernière cotation à la criée qui eut lieu, sauf erreur, le 10 juillet 1987. Les évolutions capitalistiques et sociologiques de notre pays en à peine 25 ans ont été phénoménales, à tel point que je me suis posé la question de savoir pourquoi Michel Crozier avait écrit un livre sur la société française en la qualifiant de société bloquée. Vous le savez, les journées de la FTE sont pour nous donc le point d'orgue annuel de la vie de notre communauté, et ces 2 jours demandent énormément de temps à la fois à l'équipe projet, à qui revient la lourde tâche de définir et organiser le programme, mais aussi aux membres de la structure support responsable de toute la logistique. Je remercie donc très chaleureusement Emmanuel Rapin, directeur de la trésorerie du financement du groupe Lagardère et qui a été donc pendant ces 12 mois président du comité de pilotage. Je le remercie particulièrement donc, pour tout le temps qu'il a bien voulu consacrer à l'organisation de ces journées et de cet événement clé. J'en profite également pour remercier l'ensemble de l'équipe qui a travaillé de façon remarquable, dévouée et très efficace aux côtés d'Emmanuel. Et là, je ne peux pas manquer que de les citer les uns après les autres. Donc, il s'agit de Bruno Amadis, qui est directeur financement et trésorerie de LVMH, Jean-François Béringuet, chargé de mission auprès du directeur général adjoint de RTE, chez ADF, Guillaume Bison, qui est trésorier du groupe Havas, Dominique Expert, ex-directeur de la trésorerie et du financement et crédit management du groupe Accor, Mathieu Guillot, directeur financement trésorerie du groupe Ingenico, Cyril Merkel, opérateur salle et marché de Sanofi, ainsi que Bruno Chambriard, directeur des financements et de la trésorerie du bureau Veritas, Armand Duchella, trésorier du groupe Téréal, et Béatrice Pérez, directrice du financement et trésorerie du groupe Kiabi. Donc voilà l'ensemble des experts qui ont participé à l'élaboration de ces journées. Je remercie également très vivement les membres de la structure support, sans qui ces journées ne seraient pas ce qu'elles sont. En effet, toute la logistique a été assurée par Madame Aurélie Bouzet, Madame Valérie Voisin et Monsieur Richard Cordero. Je les en remercie tous les 3 vivement. En 2012, nous avions décidé de mettre l'accent sur l'environnement réglementaire, à travers donc BAL3 et EMIR en particulier, dans lequel aujourd'hui le trésorier, vous le savez, est de plus en plus contraint d'évoluer. Cette année, le fil conducteur qui a été choisi donc, pour ces journées d'études est le financement. La première matinée y sera entièrement consacrée. De même, j'ai regardé sur les 12 ateliers que l'on vous propose donc, cet après-midi et l'après-midi de demain, 7 sont consacrés au financement à travers le besoin de fonds en roulement, les taux bas, les crédits syndiqués, la Chine, la Russie, bref, encore une fois, un panel très vaste autour de ce thème. Mais compte tenu de la complexité du métier de trésorier, il était nécessaire d'ouvrir d'autres fenêtres. C'est pourquoi nous consacrerons la matinée de demain à examiner les priorités 2014 que le trésorier doit impérativement inscrire sur sa to-do list. De même, il nous a paru important de vous proposer des ateliers pour examiner l'optimisation du BFR, la gestion de la dette et des placements dans un contexte de taux bas, la couverture du risque de change patrimonial lors d'une acquisition, sans oublier l'organisation à développer pour répondre au mieux à la réglementation EMIR. J'en profite pour remercier l'ensemble des 50 intervenants qui vont se succéder donc, au fur et à mesure des thèmes abordés. J'espère que tous les participants, qui sont plus de 350 et qui représentent plus de 200 sociétés aujourd'hui, seront satisfaits de voir que nous avons réussi à mobiliser de grands professionnels qui auront à cœur de répondre de manière très pragmatique et sans langue de bois à toutes les questions que vous pouvez vous poser. J'en profite également pour saluer l'ensemble des 53 ou 55, bref, plus de 50 promoteurs qui ont continué à nous faire confiance compte tenu de l'immense résonance de nos journées sur la place de Paris et au-delà des frontières de l'Hexagone. Et n'hésitez pas à aller les voir et à discuter avec eux des problèmes techniques, financiers
comptables qui vous préoccupent. Ils vous attendent sur leur stand. J'espère donc avoir l'immense plaisir de vous revoir dans un an. Mais, avant de laisser la parole à notre invité d'honneur, M. Michel Pébreau, permettez-moi de faire un peu de prospective et vous dire en quelques mots la manière dont je vois le trésorier de demain. J'expliquerai mon rapide exposé sur 3 éléments essentiels qui sont la réglementation, le CEPA, l'internationalisation du renminbi. Car bien utilisé, chacun d'eux peut constituer un avantage différentiel certain. En effet, l'économie mondiale est en perpétuelle évolution. Péniblement, le monde est sorti de la crise du système bancaire mondial qui a éclaté en 2008. Par ailleurs, la crise des souverains, essentiellement concentrée en Europe, semble s'estomper. Il est donc nécessaire de prendre en compte l'impact des différents paramètres économiques, politiques, réglementaires et comptables sur le business de l'entreprise et en profiter pour réviser la stratégie dévolue à la fonction trésorerie. La zone euro vient d'entrer dans une période d'ajustement structurel, mais tandis qu'un début de confiance est en train de renaître, la croissance reste atone. On peut le dire sans risque de se tromper, dans les années qui viennent, nous connaîtrons en Europe de nombreux soubresauts avant de sortir définitivement du tunnel. L'exemple le plus récent est la nouvelle dégradation par Standard & Poor's de la notation long terme de notre pays. Certes, cette décision était largement anticipée par les marchés puisqu'aucun indice financier n'a particulièrement bougé. Mais ne perdons pas de vue que les motifs mis en avant par l'agence sont que la France est critiquable car elle ne veut pas se donner les moyens de mener les réformes essentielles, tant fiscales, sociales qu'organisationnelles, que la nation attend. De même, le taux de chômage est jugé beaucoup trop lourd par rapport à ceux affichés par nos voisins, je pense entre autres à l'Allemagne et à la Grande-Bretagne. Il serait donc temps de méditer et mettre sur pied un programme d'action, mais je crains que la perspective de la prochaine mandature présidentielle stérilise toute action à venir. Juste avant la décision de Standard & Poor's, nous avons eu droit également à celle de la BCE, qui, prenant tout le monde par surprise, décida donc de réduire de 50% son taux directeur, afin de lutter contre une éventuelle déflation, voire récession, mais mettant ainsi en évidence les faiblesses de la zone euro. Si on élargit notre champ de vision, on se rend compte que les pays émergents connaissent actuellement des taux de croissance sensiblement moins élevés qu'il y a quelques années, ce qui rajoute un handicap non négligeable à la marche des affaires de sociétés internationales, comme celles qui œuvrent par exemple dans les secteurs du luxe ou de l'agroalimentaire. Ces pays limitent cependant toujours l'accès à certaines sources de financement, ce qui conduit naturellement les acteurs à rechercher des sources de cash plus efficientes et moins chères permettant d'optimiser la gestion de leur BFR. Ceci crée donc pour ces entreprises de solides motifs pour réviser leur système de cash management. Ces dynamiques amènent ces sociétés à mieux gérer leur marché et leur business, et la fonction trésorerie doit savoir en tirer profit pour participer à la création d'un réel avantage compétitif. Aucune entreprise ne peut appréhender dans toute leur complexité les nouvelles réglementations de type BAL 3, EMIR ou Dodd-Frank. Pour le trésorier, il est donc primordial d'en percevoir les implications sur toutes les opérations dont il a la responsabilité. En effet, ceci lui permettra, entre autres, de participer efficacement à l'optimisation de la politique d'investissement et de la gestion des risques financiers associés au sein de son entreprise. Désormais, comme sur un tatami, où il faut savoir se servir de la dynamique de l'adversaire pour l'emporter, il existe pour le trésorier une réelle opportunité de mettre à profit le renforcement de la réglementation et de la régulation, afin de préconiser au sein de son organisation une politique financière mieux adaptée et plus optimale. Le vaste chantier CEPA devrait être terminé en février prochain, comme vous le savez. Or, qu'indiquent les statistiques actuellement disponibles? À peine plus de 50% des CEPA Credit Transfer, donc les fameux SCT ou virements, sont désormais conformes au protocole CEPA. Quant au SDD, CEPA Direct Debit ou prélèvement, ils sont moins de 5%. Et ce, alors même que le CEPA représente une réelle opportunité de concentrer, voire renforcer, la centralisation des flux et ainsi permettre à la plateforme centrale d'accroître son contrôle et l'optimisation du cash du groupe. Mettre en place les évolutions nécessaires à vos plateformes d'opération est donc un vrai défi.
Mais notons volontiers que ce sont les entreprises les plus dynamiques qui, dès à présent, appréhendent la fonction trésorerie sous l'angle standardisation et optimisation. Au plan international, le processus de libéralisation du RMB progresse à grands pas. Le Redback joue de plus en plus un rôle clé dans les échanges commerciaux, comme vous savez, et les opérations de M&A au détriment du Greenback. De récents développements de la législation bancaire régissant les prêts transfrontières autorisent désormais le financement interne des entreprises directement en renminbi. En effet, depuis juillet dernier, un cadre clair permet les prêts en renminbi entre filiales depuis la Chine continentale vers le reste du monde, ce qui illustre parfaitement le fait que désormais le renminbi est en train de devenir une devise internationale. Signalons à cet égard le rapprochement imminent des marchés de capitaux onshore et offshore grâce à la libéralisation des taux de prêt. Il est donc indispensable que le trésorier intègre désormais le renminbi dans son système de cash management international. Dans cet environnement en perpétuelle mutation, la gestion de trésorerie fait donc intrinsèquement partie de la mise en œuvre de la stratégie de l'entreprise. Le rôle du trésorier est dès lors d'être de plus en plus concentré sur l'appréhension et les conséquences de la réglementation sur, par exemple, les produits dérivés, l'intégration des nouveaux outils technologiques, la gestion des risques de change et de taux, l'assurance d'accéder en permanence au marché du crédit, la surveillance de la liquidité de l'entreprise, l'évaluation des risques de contrepartie dans le cadre de la mise en place et du développement de l'IFRS 13, par exemple, l'optimisation du BFR. Bref, pour conclure, j'emprunterai volontiers une citation au regretté Francis Blanche qui disait « Face au monde qui change, il vaut mieux penser le changement que changer le pansement ». Je pense, monsieur Michel Desbrocs, que vous serez d'accord, et sans plus tarder, vous savez donc le micro. Merci. Merci beaucoup, cher ami. Bonjour, mesdames, bonjour, messieurs. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour évoquer les problèmes actuels de la croissance dans la stabilité financière qui sont ceux de l'économie mondiale d'une façon générale, de l'économie européenne de façon plus particulière. Je dirais que la référence à Francis Blanche pour le monde qui change m'est allée droit au cœur. Comme vous le savez, BNP Paribas est la banque d'un monde qui change et Francis Blanche serait un excellent ambassadeur de notre établissement. Comme vous l'avez indiqué, cher Président, nous sommes actuellement dans une situation qui fait suite à une crise financière internationale provoquée par l'économie américaine, la finance américaine, et à une crise économique qui l'a suivie. Si nous avons pu échapper à une grande récession à la suite de la crise économique et à une crise systémique à la suite de l'affaire de Lehman Brothers, c'est fondamentalement parce qu'il y a une action coordonnée des banques centrales et des États des grands pays occidentaux pour, si je puis dire, remettre en ordre le système. Et la deuxième étape de notre problème a été en effet, vous l'avez rappelé, cette crise des dettes souveraines qui n'est pas terminée à ce jour, en particulier dans la zone euro, et qui est un peu la conséquence de la première, et dont le déroulement va se poursuivre dans un cadre qui est affecté en termes de croissance par les conséquences que nous avons tirées au niveau collectif de la crise financière, à savoir un très grand renforcement de la réglementation. Alors, dans un tel contexte, comment faire en sorte que la croissance économique redémarre? Vous l'avez dit, elle donne des signes positifs, elle est néanmoins incertaine, pour la raison que l'on voit bien qu'elle est pour une part alimentée par des déficits budgétaires qui sont trop élevés dans l'ensemble des pays avancés, et par une politique monétaire qui est trop ouverte, là aussi dans l'ensemble des pays avancés, y compris le Japon qui a récemment donné dans ce domaine un coup d'accélérateur. Dans un tel contexte, il faut bien comprendre quels sont les moteurs. Le principal moteur de l'économie mondiale dans les prochaines années, ça va être la mondialisation. La mondialisation, elle était présentée par Pisani-Ferry, qui, vous le savez, a été mise en charge par le gouvernement de l'étude de la France dans 10 ans, comme un mouvement tectonique. Et effectivement,
c'est un mouvement tectonique, c'est-à-dire qu'il ne risque pas de s'arrêter. Il ne peut pas s'arrêter d'une part parce que c'est grâce à lui que des centaines de millions d'êtres humains sur la planète sont en train de sortir de l'état d'extrême pauvreté. L'économie de marché apporte des solutions que les économies centralisées n'avaient jamais su trouver. Il ne va pas s'arrêter aussi parce que la démographie pousse dans cette direction. Il ne va pas s'adresser enfin parce que la révolution numérique a complètement changé la donne sur le plan international. Aujourd'hui, les communications en termes d'information dans le monde sont d'une telle simplicité, d'une telle proximité qu'il est inconcevable qu'on en revienne à des fermetures des frontières, sauf naturellement dans une hypothèse belliciste que personne ne peut imaginer. Là, l'internationalisation des échanges, la poursuite de l'internalisation des échanges, la mondialisation, ça va être le moteur de la croissance. Et c'est bien, car l'expérience a prouvé dans le passé que c'était le meilleur moteur. Simplement, c'est un moteur qui fonctionne selon un principe qui est celui, le changement dans la répartition internationale du travail. Ce changement s'effectuant, si l'on reprend la formule de Joseph Schumpeter, selon la méthode de la destruction créatrice. Ce changement dans la répartition internationale du travail, il va se faire en fonction des avantages comparatifs des uns et des autres. Et donc la question qui se pose pour savoir où sont les perspectives de croissance dans un pays déterminé ou pour une entreprise déterminée, c'est de savoir quels sont ces avantages comparatifs. De ce point de vue, il ne faut pas se tromper. La nouvelle répartition internationale du travail va conduire les pays émergents à occuper des espaces importants, les espaces où ils sont concurrents les uns par rapport aux autres en termes d'avantages comparatifs. Et l'on voit déjà derrière les briques de Goldman Sachs un certain nombre de pays émergents émerger et commencer à faire une concurrence très forte à la Chine, à l'Inde, au Brésil et à la Russie. Qu'il s'agisse de pays comme l'Indonésie, le Vietnam ou des pays d'Amérique latine et demain un certain nombre de pays africains, l'Afrique du Sud au premier chef. Donc ce mouvement d'internationalisation, de répartition internationale du travail nouvelle, c'est un mouvement dans lequel ces pays sont concurrents les uns avec les autres en termes d'avantages comparatifs et là où ils vont prendre des positions, les pays avancés que nous sommes ont peu d'espoir de regarder. En revanche, les pays avancés qui ont, eux, des avantages comparatifs comparables, sont en concurrence les uns avec les autres pour développer de nouvelles activités. Quels sont les avantages comparatifs des pays avancés? Ils sont très considérables. Le premier, c'est l'état de droit. La raison pour laquelle de très nombreux investisseurs n'envisagent pas de placer l'essentiel de leurs investissements dans des pays qui pourtant ont des taux de croissance très considérables, c'est l'absence d'état de droit. Et donc, l'état de droit est un élément très fondamental sur lequel nous devons fonder nos développements ultérieurs. L'état de droit qui s'accompagne de la démocratie, laquelle naturellement attire les meilleurs talents dans la mesure où ces meilleurs talents sont désireux de liberté. Au-delà de ces principes très généraux, les pays avancés disposent d'autres avantages, dont un sur lequel je voudrais insister, qui est celui d'avoir des marchés intérieurs correspondant à un niveau de développement important. Ce qui signifie qu'ils ont un marché intérieur qui correspond aux produits et aux services de ce que seront demain les classes intermédiaires mondiales. Or, il faut le savoir, un recensement récent a été effectué par le programme pour la pauvreté de l'Organisation des Nations Unies. Les classes moyennes, en 2009, elles représentaient à l'échelle de la planète 1,8 milliard de personnes, dont 1 milliard dans les pays avancés, Amérique du Nord, Europe. En 2020, il y aura 3,2 milliards de personnes, toujours 1 milliard dans les pays avancés. Ce qui signifie que dans l'Asie-Pacifique, le nombre de classes intermédiaires aura triplé, passant de 500 millions à 1,7 milliard, et dans le reste du monde, il aura doublé, passant de 300 à 600 millions. Ces classes moyennes naissantes sont une clientèle formidable pour les entreprises qui sont nées et vivent dans les pays avancés, car elles ont les savoir-faire en termes à la fois de, si je puis dire, de qualité de service et de production, et en termes de marketing pour les aborder.
Et donc, le problème qui est en face de nous n'est pas celui de chercher des sources de croissance, elles existent, l'internationalisation va les créer, et notamment va les créer dans ces secteurs d'activité, sans parler naturellement de tous les progrès constitués par le progrès technologique et le progrès scientifique. Il va falloir aller les chercher, et il va falloir aller les chercher en compétition avec les autres. Alors du point de vue de cette compétition avec les autres, c'est-à-dire avec les autres pays avancés, la question se pose en deux temps, l'Europe, la France. Du point de vue de l'Europe, il ne fait pas de doute que le problème qui se pose à nous est que nous sommes en train de vivre une crise des dettes souveraines qui inquiète beaucoup sur l'avenir de la construction européenne. Et pourtant, il faut bien voir que si cette crise a provoqué de grandes difficultés en Europe et a pu pendant un certain temps faire douter que l'Europe allait conserver ses caractéristiques d'état de droit, puisque la crise grecque est une crise dans laquelle la question qui s'est posée est de savoir si un pays européen, un pays de l'Union européenne, était susceptible ou non d'honorer ses dettes au plus haut niveau, celui de l'État. Une dette, c'est un droit de propriété pour le créancier, et en ce qui concerne l'exécution de la dette, le remboursement de la dette, c'est le droit du contrat. Droit de propriété et droit du contrat, ce sont les deux fondements de l'état de droit. L'affaire grecque les a mis en cause. Les solutions qui ont été adoptées par l'Union européenne pour faire face à la crise des dettes souveraines à la suite de l'affaire grecque a permis de constater que l'Union européenne était capable, face à des difficultés, de prendre toutes les décisions nécessaires et de réaliser un progrès de la construction européenne que personne n'imaginait concevable quelques mois auparavant, dans un délai extraordinairement bref. Premièrement, en ce qui concerne la Grèce, l'Union européenne a immédiatement affirmé que ce serait un cas isolé. Et ça a été effectivement un cas isolé. Les autres problèmes de dette souveraine sont traités aujourd'hui au niveau européen. Et pour pouvoir traiter les problèmes de dette souveraine au niveau européen, qu'a fait l'Europe? Elle a fait réaliser un progrès, je le répète, sans précédent de l'Union européenne dans sa construction. Qu'on recense en effet ce qui a été fait en l'espace de 2 années. Premièrement, en ce qui concerne les règles budgétaires, dont il est apparu que c'est parce qu'elles n'avaient pas été respectées, telles qu'elles avaient été définies par le traité de Maastricht, qu'une crise avait pu se réaliser. Si tout le monde avait limité sa dette publique à 60% du PIB et ses déficits budgétaires à 3% du PIB, il n'y aurait pas eu de crise. Eh bien, dans le domaine budgétaire, en pleine crise, les Européens ont décidé, premièrement, d'adopter la règle selon laquelle, désormais, un déficit structurel supérieur à 0,5% du PIB était interdit. La fameuse règle d'or que refusaient les Français et qu'ils ont fini par accepter. Elle a dans le même temps décidé de mettre en place des mécanismes qui permettent à la Commission d'interférer avec l'élaboration des budgets nationaux pour s'assurer en effet que désormais tout le monde allait s'efforcer de converger vers cette absence de déficit budgétaire structurel d'une part et la réduction de la dette publique d'autre part. Et la Commission, dès cette année, a commencé à intervenir dans ce domaine. Ses pouvoirs sont importants puisqu'elle intervient dans la phase d'élaboration des budgets. Ils ont été élargis sur le fond puisque, au-delà des questions purement budgétaires, elle peut traiter tous les problèmes de déséquilibres économiques. Elle vient de le faire en interrogeant l'Allemagne sur le déséquilibre de ses paiements courants au niveau de 6 à 7% du produit intérieur brut. Donc, premier domaine de grande transformation, les normes budgétaires. Deuxième domaine de grande transformation, l'union économique. Dans ce domaine, il faut bien constater d'une part que désormais, l'ensemble des déséquilibres économiques font l'objet d'indicateurs de suivi, y compris des sujets comme la compétitivité du travail, qui jusqu'à présent était un sujet non traité au niveau européen. Et que d'autre part a été mis en place un organe de la zone euro qui n'existait pas précédemment et qui peut permettre de réaliser une meilleure union économique
un Conseil européen se réunit 2 fois par an au niveau des chefs d'État et de gouvernement de la zone euro pour en discuter. Troisième transformation considérable, la Banque centrale européenne, dont on pensait qu'elle était extraordinairement limitée dans ses capacités d'intervention en matière de croissance en particulier, et donc en cas de difficulté majeure d'un des États membres, a montré qu'elle était capable de mettre en place, dans le cadre de ses statuts, des mesures non conventionnelles qui ont permis de faire face à la crise. Et force est de constater que si certains peuvent considérer aujourd'hui que la crise est finie, c'est que la Banque centrale européenne a déclaré que quoi qu'il arrive, elle soutiendrait la zone euro et qu'elle serait là pour aller soutenir une dette souveraine dès lors que le pays correspondant ferait l'objet de politiques d'engagement agréées d'engagement de politique économique agréées au niveau européen. Quatrième domaine, l'union bancaire. Alors là aussi, il faut se rendre compte de l'ampleur de la décision prise. Réaliser une union bancaire, c'est-à-dire mettre en place des mécanismes de supervision à l'échelle européenne, sous l'égide de la Banque centrale européenne, prévoir des mécanismes dits de résolution, c'est-à-dire de liquidation pour faire face aux difficultés d'un établissement bancaire, et enfin envisager une garantie des dépôts qui soit commune à l'échelle européenne, c'est une véritable révolution. Cette révolution est en cours, elle est en train de se mettre en place. Certes, la deuxième étape se heurte à quelques difficultés juridiques, et effectivement, le droit des sociétés, qui est celui de la liquidation, est un droit profondément national. Il est donc assez difficile de définir rapidement des mécanismes qui permettent de l'étendre au niveau européen. Toutefois, l'opération est en marche. Enfin, last but not least, pendant cette crise financière, les Européens ont accepté de mettre en place des mécanismes pratiques pour faire face aux difficultés d'un pays. Des mécanismes de stabilité financière. C'est le terme exact que je confonds parfois avec solidarité, et vous allez comprendre pourquoi. Des mécanismes de stabilité financière, c'est un progrès considérable. Les Allemands avaient refusé, dans le cadre du traité de Maastricht, qu'il y ait quoi que ce soit pour le cas où un pays ne respecterait pas les normes budgétaires. Et pour cause, ils pensaient que, selon le principe de l'aléa moral, si on prévoyait la possibilité, ça faciliterait la réalisation. Cela, désormais, est dépassé. Pratiquement dès le début de la crise, les Allemands ont accepté qu'on mette en place des mécanismes de stabilité. Il y a eu d'abord un mécanisme temporaire, et puis il y a maintenant un mécanisme définitif, qui est le mécanisme européen de stabilité, et qui va permettre de nourrir et d'adosser, si je puis dire, les interventions de la Banque centrale européenne en cas de besoin. Voilà, je dirais donc, l'Europe a bien progressé. Je voudrais simplement terminer pour dire que ma conviction et que pour qu'elle soit à égalité dans la compétition avec les États-Unis, le Japon, les autres grands pays avancés, par rapport auxquels elle a les mêmes avantages comparatifs en termes de développement international, il est nécessaire qu'elle fasse un pas de plus dans le domaine politique. Cela suppose que la France et l'Allemagne se mettent d'accord sur ce pas, qui doit comporter d'une part des mécanismes de solidarité et d'autre part, en contrepartie, des mécanismes permettant l'immixtion des autorités européennes, la Commission, le Conseil, à l'intérieur de la politique nationale d'un État qui aurait besoin de la solidarité des autres. Donc c'est un problème politique majeur et qui nécessite qu'on ait défini des mécanismes démocratiques permettant d'encadrer son organisation. Et puis d'autre part, il y aura sur le plan européen à bien définir les relations de cette zone euro ainsi renforcée avec la Grande-Bretagne qui, vous le savez, a ses propres préoccupations, mais constitue l'un des éléments très importants et très intéressants de l'Europe. Vous savez que l'une des grandes raisons pour lesquelles la Grande-Bretagne est bien accrochée à l'Europe, c'est d'une part que la moitié de son commerce extérieur se fait avec l'Europe, et d'autre part que la cité de Londres est quand même aujourd'hui la grande cité de l'euro. Voilà, alors en ce qui concerne la France, eh bien, si je puis dire, on peut transposer le raisonnement. Le problème de la France, c'est d'être compétitive par rapport aux autres Européens à l'intérieur de l'Union européenne, et notamment par rapport aux autres États de la zone euro, pour tirer des avantages comparatifs
qui sont à peu près les mêmes que ceux des autres, si je puis dire, tout le profit dans chaque fois que Français, Allemands, Italiens, Espagnols se retrouvent en compétition sur un marché. Alors on le sait, de ce point de vue, notre pays n'est pas en bonne santé. Le World Economic Forum a déclassé de 2 positions dans le classement mondial de compétitivité, de la 21e à la 23e place, cette année, alors même qu'il faisait avancer de 2 places les États-Unis et l'Allemagne dans le même classement où ils se situent à la 4e et à la 5e place. Donc, nous avons un problème qui est un problème important. Nous avons un problème de compétitivité du travail qui est identifié. Le travail français est sous-compétitif par rapport au travail allemand. Il est très sérieusement. Nous avons perdu dans ce domaine l'avantage compétitif qui était le nôtre au moment de l'entrée dans l'euro, qui était de l'ordre de 10%, et nous sommes aujourd'hui à 10% de décalage dans le mauvais sens. Il ne fait pas de doute que la loi sur les 35 heures a joué un rôle dans ce domaine. Il ne fait pas de doute non plus que les entreprises n'ont pas été suffisamment vigilantes. Nous tous, nous n'avons pas été assez vigilants dans la maîtrise des coûts salariaux. Le deuxième grand problème est le problème de la compétitivité des entreprises. En effet, les entreprises se trouvent décalées en termes de taux de marge par rapport à la moyenne des entreprises européennes de 10 points en moyenne période, ou même en longue période sur les 20 dernières années, et que ce décalage au cours des 2 dernières années s'est élargi, la France ayant des taux de marge pour ses entreprises sur le territoire national qui se situent au niveau de 1985 en termes de pourcentage, c'est-à-dire à un niveau très bas, alors que les taux de marge chez tous nos voisins sont en train de remonter. Alors, le problème que nous avons à traiter, c'est fondamentalement le problème de la compétitivité de notre territoire, et c'est celui que je vais évoquer avant de vous dire pourquoi je pense que nous avons de solides raisons d'espérer savoir le traiter. La compétitivité de notre territoire, elle se manifeste fondamentalement par notre décalage fiscal. La France est depuis des années le pays de groupe des 7 qui a le plus haut niveau de prélèvement obligatoire. Et comme vous le savez, malheureusement, au cours des 2 dernières années, ce taux de prélèvement obligatoire s'est considérablement aggravé. Il est passé de 42,9% de notre PIB en 2009 à 46,3% du PIB en 2013. Or, les dernières avancées nous ont conduit à voir décaler nos taux, si je puis dire, les plus visibles du point de vue de la compétitivité. Nous sommes devenus le pays d'Europe qui a les plus hauts niveaux de fiscalité des sociétés, en termes d'impôt sur les sociétés, les plus hauts niveaux de fiscalité sur le revenu, quand on ajoute le taux marginal d'impôt sur le revenu, la CSG et la CRDS, qui sont 2 éléments de l'imposition du revenu qu'on ne peut pas ignorer. Les plus hauts niveaux d'imposition, vous le disiez tout à l'heure, Monsieur le Président, sur les produits de l'épargne. La fiscalité de l'épargne est une fiscalité véritablement presque confiscatoire en France. Donc nous sommes dans une situation qui est une situation très sérieuse de ce point de vue. Alors, quelle est la cause de cette situation? Eh bien, malheureusement, elle est bien connue, et heureusement aussi, elle est bien connue, c'est la dépense publique. Alors, la dépense publique, je ne vais pas m'y attarder trop longtemps, car je pourrais en parler de façon indéfinie. La dépense publique, elle représente aujourd'hui 57% de notre produit intérieur brut. C'est un niveau qui est décalé de 10 points par rapport à celui de l'Allemagne. 10 points de produit intérieur brut. Vous êtes conscient que pour l'ensemble des entreprises, c'est comme des entreprises dont les frais généraux seraient de 10% décalés par rapport aux frais généraux des entreprises concurrentes. Et finalement, ces 10% doivent se retrouver quelque part dans les frais généraux des entreprises et sont une partie de l'explication des décalages de taux de marge que j'indiquais tout à l'heure. Il faut s'attaquer avec détermination à ces dépenses publiques. Et il est possible de le faire dans chacun des domaines. Premièrement, il est possible de le faire pour l'État, et l'État doit se réorganiser. Il avait commencé à le faire avec ce que l'on appelait la RGPP. Il a maintenant, du temps de la
présidence précédente. Il y a maintenant une modernisation de l'action publique qui a succédé à la RGPP. Il faut qu'elle se fixe des objectifs. L'État doit se réorganiser comme se sont réorganisées les entreprises. Et je dirais de ce point de vue, il en va de même pour les collectivités territoriales, dont je dirai un mot tout à l'heure. Nous savons tous qu'il est possible de réduire les dépenses d'une façon rationnelle à une condition. C'est de le faire en se réorganisant. La méthode d'économie dans une entreprise qui consiste à écheniller les dépenses, elle ne dure pas très longtemps. On peut une année dire tout le monde baisse ses dépenses de 2%, on peut dire 2 années, tout le monde va baisser ses dépenses de 2%, on ne dit pas 5 années, tout le monde va baisser ses dépenses de 2%. On est obligé de réorganiser l'ensemble. Or, cette réorganisation est possible au niveau de l'État. Nous l'avons conduite au niveau des entreprises. Vous citiez tout à l'heure Crozier, il est évident que les méthodes qui ont été appliquées dans les entreprises sont applicables au niveau de l'État, ainsi d'ailleurs qu'au niveau des collectivités territoriales. Les marges d'économie sont considérables, nous le savons dans les entreprises. Et ces marges d'économie sont importantes, il faut les utiliser. Tous les rapports ont été établis pour savoir dans quel domaine il est possible de le faire. La méthode surtout a été définie, il faut le faire. Deuxième sujet, les régimes sociaux. Alors, je voudrais simplement là vous rendre conscient du fait que le déficit de nos régimes sociaux, qui concerne aujourd'hui la dette sociale, ne cesse chaque année d'augmenter. Et la dette sociale représente 10% de notre PIB. Sur les 95% du PIB de dette publique, il y a 10% de dette sociale. Mais il est tout à fait anormal d'avoir une dette sociale. Les pays voisins ne fabriquent pas de dette sociale. Le président de la Cour des comptes, M. Migaud, au mois de septembre dernier, a dit le déficit social, c'est un mal spécifiquement français. Le déficit social est apparu dans tous les pays à l'occasion de la crise, il y a 3 ans. M. Migaud indique que pour la moyenne de l'Europe, on est revenu à l'équilibre, qu'en France, le déficit est de 0,6% du PIB en 2012, qui correspond très exactement, en pourcentage du PIB, à l'excédent d'Allemagne dans ce domaine. L'Allemagne a dégagé en 2012 un excédent de 0,6% du PIB sur ses régimes sociaux. Ce qui explique d'ailleurs l'équilibre de l'ensemble, car il y a un déficit évidemment. Les 2 seuls pays qui ont un déficit plus grave que le nôtre sont l'Espagne et la Grèce. Donc, rééquilibrer nos régimes sociaux est une nécessité. Ces régimes doivent naturellement être à l'équilibre. Il est aussi absurde d'emprunter à long terme pour payer des dépenses de pharmacie ou de visite chez le médecin ou de prestations familiales ou de retraite que d'emprunter à long terme pour nos dépenses d'alimentation. Il faut rééquilibrer nos régimes sociaux. Troisième domaine, les collectivités territoriales. Je dirais que dans ce domaine, n'est-ce pas, et je vous invite les uns et les autres à vous mobiliser. Nous sommes dans une période électorale sur le plan local. Il est temps d'aller, si je puis dire, expliquer les bonnes méthodes de gestion des entreprises aux collectivités territoriales. Est-ce que l'un quelconque d'entre nous imaginerait avoir pu passer les 20 dernières années à recruter en masse de nouveaux salariés dont ils garderaient la charge jusqu'à la fin de leur vie professionnelle, de leur vie physique, pardonnez-moi, puisque les retraites sont prises en charge naturellement par les caisses qui regroupent l'ensemble des collectivités territoriales et des organismes hospitaliers. Nous sommes dans une situation dans laquelle dans les entreprises, ce serait payé le nombre de ronds-points dont nous avons peuplé la France. Bon. Donc, si vous voulez, ces questions sont essentielles. Elles dépendent de nous directement. Et si l'on peut dire qu'il est quelquefois difficile aux hommes et femmes d'entreprise d'intervenir dans le débat national pour essayer d'influencer une élection présidentielle, pour des élections locales, c'est quand même beaucoup plus facile. Il faut s'en occuper. Voilà, il faut s'en occuper, et je conclurai par un mot qui est simple d'ailleurs, qui est le suivant. Chaque fois qu'on économise 1 euro de dépenses publiques pour une dépense publique inefficace ou pour une dépense publique inutile, cet euro sera une source de progression de notre croissance s'il est réutilisé à une autre dépense publique qui, elle, est utile.
et a fortiori s'il est utilisé une dépense privée. L'idée selon laquelle la réduction des dépenses est hostile à la croissance est une idée folle. Aucune de nos entreprises n'a jamais expérimenté cela. La réduction des dépenses est naturellement pour nous un facteur de croissance. Nous l'avons démontré tous les jours. Les entreprises les mieux gérées sont celles qui connaissent la meilleure croissance. Il en va de même naturellement des États. Des idées baroques ont conduit certains à considérer qu'un euro gaspillé était équivalent à un euro bien employé si c'était un euro public. Bon, c'est une blague. Il n'y a aucune raison qu'il en aille ainsi dans le secteur public alors qu'il n'en irait pas ainsi dans le reste de la vie humaine. Donc, la maîtrise de la dépense publique, la réorganisation de la dépense publique, la réduction de la dépense publique pour la rendre efficace et pour vérifier son efficacité, c'est bien un des moteurs de la croissance. C'est en tout cas l'un des moteurs de la croissance en ce qui concerne la compétitivité de la France par rapport aux autres grands pays avancés, c'est-à-dire la possibilité pour nos entreprises de saisir l'opportunité de la nouvelle répartition internationale du travail dans les années qui viennent. Voilà, je terminerai par des raisons d'espérer qui sont à propos de la France et qui me paraissent très fondamentales. La première, c'est que dès lors qu'on a identifié la source d'un problème et que ce problème a été soigneusement étudié, il a été vraiment très soigneusement en France, on sait bien que dès qu'on va commencer à s'attaquer à ce problème, on va progresser. Avoir le niveau actuel de dépenses publiques, c'est un avantage considérable par rapport aux autres. Eux ne pourront pas baisser autant que nous. Deuxième raison d'espérer, malgré le décalage qui est le leur en matière de marge par rapport à leurs concurrents européens, j'observe que les entreprises françaises sont toujours là. Les petites, les moyennes et les grandes. Et que la crise que nous sommes en train de connaître fait moins de victimes en matière d'entreprise que la crise que j'ai connue, la précédente, au début des années 90. Cela signifie que les entreprises françaises se sont musclées d'une façon extraordinaire par rapport au passé et par rapport à leurs concurrents internationaux. C'était la condition de leur survie. Et d'une certaine façon, si je puis dire, l'État nous aura rendu un service comme un cheval de course trop agile. Il nous a lesté de quelques sacs de sable pour égaliser les conditions de concurrence par rapport à nos concurrents espagnols, italiens ou allemands. Et donc, nous avons musclé nos jarrets et nous avons continué la course et nous sommes capables même de la gagner. Pour les grandes entreprises, parmi les 500 plus grandes entreprises du monde, il y a davantage d'entreprises françaises que d'entreprises allemandes. Donc, nous savons que les entreprises ont la capacité de s'adapter. Ma troisième raison d'espérer, c'est notre système financier. Alors, effectivement, je crois que l'un des atouts de la France aujourd'hui est son système financier. D'abord parce que ce système est l'un des rares dans le monde, parmi les pays avancés, avec l'Australien, le Canadien, avoir traversé la crise sans rien coûter aux contribuables, et même en lui ayant rapporté un peu moins de 3 milliards d'euros, 2,6 milliards d'euros. Donc, pendant cette période, le système financier n'a pas coûté. La raison est simple, il avait coûté pas mal dans la période précédente, puisque, je vous rappelle, la crise des années 90 que j'évoquais tout à l'heure a conduit à un véritable holocauste du système financier. Il y avait 36 banques nationalisées et je ne sais combien d'établissements spécialisés, 2 compagnies financières, tout ça a disparu, il reste 5 grands établissements financiers en France. Donc, si vous voulez, le ménage a été fait. Et deuxièmement, la presse vient de rappeler ce que j'avais signalé en 1994 au ministre des Finances, qui avait pensé à l'époque, qui avait dit que c'était un propos d'un concurrent jaloux. Le Crédit Lyonnais a bien coûté 15 milliards d'euros, c'est-à-dire les 100 milliards de francs que j'avais annoncés à l'époque. Donc, nous avons payé notre écho en matière de crise financière au début des années 90. Cela explique peut-être la raison pour laquelle les banques françaises se sont mieux comportées que d'autres. La vigilance de leurs régulateurs en est aussi la cause pendant la crise en question. Mais ce qui me paraît important, c'est que pendant cette crise, les banques françaises sont les seules en Europe à avoir accru leur crédit à l'économie. Effectivement, au cours de l'année 2009, les crédits à l'économie du système bancaire français ont progressé de 2,5%. En Allemagne, ils ont
chuté de 3 à 4%. Deuxièmement, depuis la crise, en permanence, la croissance des crédits à l'économie en France est supérieure à la croissance du produit intérieur brut. C'est dire que l'offre de crédit n'est pas un problème. Enfin, troisièmement, le système bancaire français est tout à fait prêt à faire face aux changements qui vont intervenir dans le financement de l'économie du fait des bouleversements de la régulation. La structure des banques françaises, qui sont des banques qui combinent la banque de financement et d'investissement avec la banque de détail, leur permet de faire passer leurs clients, ceux de leurs clients qu'ils peuvent, du financement par l'intermédiation bancaire au financement de marché. Et les grandes banques françaises ont chacune défini les mêmes stratégies dans ce domaine. Elles sont en train de le faire. Donc, il y aura une possibilité de financer les besoins de l'économie sans inquiétude particulière pour ce qui est de l'économie interne dans les années qui viennent. En ce qui concerne l'international, je dirais, là, les habitudes sont bien ancrées. Le système bancaire français reste l'un des 2 ou 3 grands systèmes bancaires qui se sont développés à l'échelle internationale. Et donc la capacité d'accompagnement des banques françaises au niveau international est inchangée. Le seul domaine dans lequel, vous le savez, des problèmes se posent, c'est celui des financements à très long terme, pour lesquels de toute façon, pendant des décennies, que dis-je, pendant des siècles, le système bancaire n'intervenait pas. Le financement à très long terme est une affaire d'épargne à long terme, c'est une affaire d'assureurs, de caisses de retraite et d'institutionnels, ce n'est pas une affaire de banque, c'est peut-être aussi une affaire de marché, dans ce domaine aussi, le système bancaire français a la capacité de répondre. Voilà, mesdames, messieurs, pourquoi vous me voyez aujourd'hui plutôt optimiste, en dépit des difficultés de la conjoncture à laquelle nous sommes confrontés, en France, en Europe et sur le plan mondial. Partout, si je puis dire, les incertitudes existent, je l'ai dit en commençant après votre président, et les situations peuvent se retourner. Il faut considérer, surtout pour les trésoriers, qui doivent être comme des banquiers, des hommes de risque, des hommes et des femmes de risque, il faut considérer que la situation, le contexte est très dangereux et rester prudent dans ces politiques, diviser ces risques, ce qui est toujours le principe fondamental en matière de gestion financière, diviser ces risques et être vigilant sur les évolutions qui se présentent. Garder aussi de la liquidité. Mais je crois que notre pays a des entreprises qui ont la capacité de faire la course en tête dans la compétition mondiale à laquelle nous allons être confrontés. Il faut pour cela que nous nous convainquions comme citoyens d'agir et de recommander, d'agir et de conseiller dans des conditions qui soient homogènes avec le comportement que nous avons dans les entreprises, c'est-à-dire avec le souci de traiter les problèmes au fur et à mesure qu'ils se posent, de les traiter au fond et non pas de les traiter, si je puis dire, d'une façon purement temporaire, bref, de faire les réformes qui sont nécessaires quand elles sont nécessaires pour assurer la compétitivité du territoire national, la compétitivité du travail en France et de l'entreprise en France dans les prochaines années et sans attendre, si je puis dire, des élections nouvelles, mais bien en étant actif dès aujourd'hui dans cette direction. Je crois que c'est la politique d'ailleurs de notre gouvernement et je pense qu'il faut dans ce domaine l'accompagner. Je vous remercie de votre attention.